On va commencer par cette conférence débat, rencontre, qui va débuter par une présentation de Corinne Lallot, qui va nous remettre en perspective de ce traité de pandémie. Honneur aux dames. Corinne Lallot, vous êtes donc journaliste, grand reporter. Vous avez travaillé pendant des années dans des grands médias, télé, radio, presse écrite. Et vous avez couvert de nombreux sujets qui étaient liés à la santé. Grippe H1N1, vaccination contre l'hépatite B, le sujet du nuage de Tchernobyl. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont vous allez nous parler. Merci pour ça et bravo à vous. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OMS n'est plus ce qu'elle était. On voit que jusque dans les années 90, l'OMS était financée par les États, d'une façon presque à 100%. Et à partir des années 90, il y a eu un changement et il y avait un directeur général qui était japonais à l'époque, qui s'appelait Hiroshi Nakajima, qui a accueilli les intérêts privés. Et depuis, ça n'a fait qu'empirer. Donc, entre les années 93 et maintenant, quelle est la différence? C'est qu'il y a actuellement une entrée massive des entreprises privées, directement ou indirectement, et parfois, et surtout, avec ce qu'on appelle un outil qui s'appelle PPP, c'est-à-dire les partenariats publics-privés. C'est un outil qui permet de drainer, d'aspirer, de siphonner l'argent public, tout en laissant la direction et la gestion de cet argent au privé. Donc, l'OMS est actuellement sous influence. Et les traités, on va parler des traités, mais avant de parler des traités, on va faire un zoom arrière pour voir comment on en est arrivé là. Et après, on fera un zoom avant pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les traités et qu'est-ce qui nous attend. Donc, d'abord, l'OMS est sous influence du privé à travers un organisme qui s'appelle le GPMB. Parce que ce traité, il ne vient pas de nulle part. Il a été préparé. Et si on regarde ce GPMB, qui est le Global Preparedness Monitoring Board, ça c'est en anglais, et en français ça donne Conseil mondial de suivi de la préparation. Ils ne sont pas tellement foulés pour la traduction. En fait, c'est la préparation aux pandémies. Parce que ce qui les intéresse, c'est de préparer les flux financiers qui vont arriver grâce à une déclaration de pandémie, comme on l'a vu dans la vidéo. Alors, ce groupe, ce Global Preparedness Monitoring, c'est un bureau, quoi. Eh bien, ce bureau, il a été constitué d'ailleurs par l'OMS et la Banque mondiale, mais il est en gros dirigé par Bill Gates. Et Bill Gates a placé comme directeur de ce groupe, de ce bureau, la personne qui est le président, le directeur de sa fondation, Bill et Melinda Gates. Et si on regarde maintenant qui fait partie de ce bureau, eh bien, vous avez là, ces trois-là, Anthony Fauci, vous devez le connaître, c'est le monsieur vaccin de la Maison-Blanche. C'est lui qui a géré toute l'affaire Covid pour les États-Unis. Mais pas que pour les États-Unis, parce que regardez, il était dans le bureau global. On va appeler ça le bureau global, c'est plus simple. Ici, vous avez le Chinois Georges Gao, qui lui aussi était en tête et qui était chargé de la réponse pandémique pour la Chine. Et ici, vous avez Jeremy Farrar, qui est le patron de la Wellcome Trust, qui est aussi une fondation fiscalo-financière. Moi, je ne les appelle pas des fondations philanthropiques, hein, je les appelle des fondations fiscalo-financières. Et donc, Jeremy Farrar, ça a été la cheville ouvrière de toute l'affaire Covid. Il n'est pas très connu, le Wellcome Trust, mais c'est anglais et c'est l'équivalent, en gros, de la fondation Bill Gates, mais pour les Anglais. Et eux, ils ont géré toute l'affaire Covid centralement au niveau mondial. Hein, et ils ont eu l'écoute des gouvernements, l'écoute de l'OMS. Et actuellement, ils ne font plus partie du bureau parce qu'ils ils sont partis chacun dans leur mission, puisqu'ils ont fait ce qu'on leur avait demandé pour le Covid. Et donc, lui, maintenant, il était trop impliqué, Fauci, donc on lui a demandé de laisser la place. Gao, il est toujours en Chine. Et Farrar, lui, il est devenu le scientifique en chef de l'OMS. Il avait tellement bien réussi
que du coup, on lui a demandé, et il a fait en sorte, parce que c'est lui qui décide en gros, d'être le scientifique en chef de l'OMS. Et maintenant, dans le nouveau bureau, vous avez des personnes très importantes qui sont de la Chine, Monsieur Feng, et puis aussi des États-Unis, directeur de l'Académie de médecine. Bon, eh bien, ce Conseil mondial de la préparation avait, en 2019, fait un rapport, donc avant la pandémie, on est d'accord, avant le Covid. Ils ont fait un rapport pour dire tout ce qui devait changer au niveau de la réglementation et des lois et au niveau mondial. Or, je vous ai mis le lien ici, je vous invite à aller lire ce rapport, il y en a eu d'autres après, mais dans ce rapport de 2019, vous allez retrouver tout ce qui va être appliqué ensuite dans le nouveau traité de pandémie. Donc ce nouveau traité de pandémie, il ne vient pas de nulle part, il est sorti du chapeau comme ça, pour nous, mais en réalité, il était déjà bien préparé et depuis longtemps. Donc, hop, voilà. Donc, on voit la pénétration et la porosité entre le public et le privé, entre le privé et le public. Et c'est déjà ce qu'avait dénoncé le sénateur Autain après le scandale de la grippe H1N1, qui était une fausse pandémie. Il y avait eu une enquête du Sénat qui était dirigée par le sénateur Autain et qui avait dénoncé le fait que finalement, les États et l'OMS, il y avait une telle porosité entre le privé et le public que les décisions publiques, finalement, étaient sous influence des intérêts privés. Donc là, qui finance l'OMS? Alors, on peut être étonné, parce que voilà le budget, hein, ça c'est le budget. En premier, on voit l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? On peut être étonné, hein, mais moi, avec un peu de réflexion, je me suis dit, la seule explication que je vois, c'est que BioNTech se situe en Allemagne, et BioNTech a beaucoup récolté avec la pandémie. Ils ont récolté, moi j'appelle ça la rente, et effectivement, on voit que l'Allemagne, finalement, finance pas mal. Bon. Ensuite, Bill et Melinda Gates Foundation. Ici. Deuxième financeur de l'OMS. On voit l'influence qu'il peut avoir. Troisième financeur, Grande-Bretagne. Ensuite, Commission européenne, avec l'argent de nos impôts, mais aussi avec l'argent de Bill Gates, qui finance aussi la Commission européenne. Et ça devrait être interdit. Ce n'est pas normal que la Commission européenne reçoive des millions d'une entreprise privée. Ensuite, les États-Unis. À un moment donné, Trump avait sorti les États-Unis de l'OMS. Finalement, ils sont revenus avec Biden. Et enfin, Gavi, The Vaccine Alliance. Donc, c'est l'alliance des vaccins qui est aussi dirigée par Bill Gates et qui est un PPP, un partenariat public-privé, qui permet de récolter l'argent public pour payer des vaccins qui vont profiter aux laboratoires. Donc le Gavi, la Gavi Alliance, c'est en fait un instrument qui aspire, c'est du siphonnage, c'est aussi, on peut appeler ça une pompe à fric, si on veut. Mais ce qui est inquiétant, c'est que si vous additionnez là la fondation Bill Gates, une partie de l'Europe et la Gavi, vous voyez qui décide à l'OMS. Et ça, ce sont les 1, 2, 3, c'est les 6 premiers financeurs de l'OMS. Budget 6 milliards de dollars. Hein. Vous trouvez ces chiffres dans le rapport financier de l'OMS. Vous ne le trouvez pas facilement parce que si vous allez sur le site, c'est très difficile d'avoir ces chiffres-là. Il faut aller sur le site et ensuite aller chercher dans le rapport financier annuel. Et là, vous allez trouver ça. Parce qu'ils évitent soigneusement de dire qui finance vraiment l'OMS.
Et là aussi, c'est dans le rapport financier, c'est encore plus difficile à trouver. C'est la répartition du financement entre les États et le privé. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que les États, avant, ils finançaient à 100%. Désormais, ils sont quand même plus ou moins à la moitié. Mais l'autre moitié, ce sont les fondations fiscalo-financières, voilà, qu'on trouve ici, les partenariats publics-privés qu'on trouve ici, et les financeurs privés directs, comme les laboratoires, qui sont ici, voilà, et les ONG, les ONG, donc organisations non gouvernementales, mais qui sont souvent financées par des intérêts privés, et en particulier par la fondation Bill et Melinda Gates. Et officiellement, 30% des contributions volontaires sont canalisées ou viennent du privé. Alors, là où on voit l'importance de Bill Gates, de la fondation Bill Gates, vous voyez, il est au milieu, il finance l'OMS, il finance ici la Commission européenne, ce qui est un vrai scandale, parce que ça s'appelle de la corruption. Il finance également les CDC, qui est l'organisme américain qui gère le contrôle des maladies infectieuses. Il finance également l'Institut d'Anthony Fauci, qui est normalement un institut public. Donc évidemment que ça lui donne du pouvoir. Alors Gavi, c'est lui qui décide tout à Gavi. Et ensuite, les États payent, les États financent. Et en France, par exemple, ça passe, le financement, il est un peu détourné, il est un peu caché, parce qu'il passe par l'Agence française du développement. Vous voyez ? Donc, et ça va au vaccin. Et il y a une partie, d'ailleurs, de l'argent de Gavi qui retourne chez Bill Gates. Voilà. Qui dirige également United et tout ce qui est le sida. Tout ça, c'est lui. Et d'ailleurs, c'est lui qui dirigeait, qui finançait le Global Fund, le fonds global pour le sida. Et qui était le directeur du fonds global pour le sida, qui était donc l'obligé, le salarié de Bill Gates, Monsieur Tedros Ghebreyesus, qui est le directeur général de l'OMS, qui est l'ancien employé de Bill Gates. C'est son homme lige. Et donc là, il finance aussi ID 2020, qui devient maintenant tout ce qui est portefeuille numérique et passeport numérique, c'est-à-dire le fichage numérique de toute la population mondiale. Alors oui, pour continuer un petit peu le tour du panier, il finance également des journaux, des médias, donc anglo-saxons et tout, mais aussi français, Le Monde, par exemple. Il finance également l'AFP, qui est supposée quand même être indépendante. Donc, comment voulez-vous que Le Monde et l'AFP puissent ensuite écrire des articles objectifs concernant Bill Gates, concernant les vaccins, concernant l'OMS et concernant tout ce qui tourne autour de cette sphère. Bon, il finance aussi tous les anglo-saxons, Oxford, et également les personnes qui ont, comme Neil Ferguson, lui, c'est un statisticien, épidémiologiste anglais, qui a été le premier à lancer l'affaire du Covid en disant que ça allait faire des millions et des millions de morts. Et évidemment, il avait tort. Bon, il s'est complètement trompé. Il avait dit qu'en Grande-Bretagne, ça ferait des millions et des millions et des millions. Ça ne l'a pas fait. En France non plus. Et non seulement ça, mais ce monsieur, Neil Ferguson, c'était déjà lui qui avait induit la planète en erreur au moment du H1N1. Donc, il y a une grande continuité dans cette préparation pandémique. Et le professeur Autain disait, est-ce que c'est une préparation à la pandémie ou est-ce que c'est une préparation de la pandémie? Voilà ce que disait le sénateur Autain. Ensuite, il finance également tout ce qui est les exercices de simulation des pandémies. Bon, de John Hopkins, et qui sont des répétitions, des simulations. Et après, il arrive ce qui est répété. Voilà.
préparation A ou préparation 2. Les fondations fiscalo-financières font des affaires avec l'argent public. Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on a les 3 principales fondations. Eux, ils s'appellent philanthropiques, mais ce n'est pas vraiment philanthropique, vous allez voir pourquoi. Avec 5% seulement de leur budget consacré à des œuvres de salut public ou d'intérêt public, ils peuvent avoir une exonération totale des impôts, exonération fiscale. Donc, avec 5%, qu'ils vont diriger en plus à faire de la com et à avoir des obligés, par exemple, ils vont donner ça au Monde ou même à l'AFP. Donc, ça va faire du lobbying, c'est de la communication, et en plus, finalement, c'est déduit de leurs impôts, et ça permet en plus de déduire tout le reste. Parce que ces fondations, il y a 5% seulement qui est consacré à l'intérêt public, et tout le reste, là, il y a un gros trust financier à but lucratif qui s'appuie sur le philanthropique qui est à 5% et qui, lui, a le droit de faire des affaires, de rapporter beaucoup d'argent, et on va le voir ici, d'aller en bourse et de faire beaucoup de revenus et de dividendes, et de ne pas être fiscalisé, de ne pas être imposé. Donc ça, c'est de l'argent qui est volé aux contribuables, puisque c'est de la super optimisation fiscale. Donc comment ça se passe? Je vous ai montré là les 3 principales fondations. Rockefeller, la plus ancienne. Ensuite, Bill Gates. Et là, je vous ai dit le Wellcome Trust de Jérémy Farrar. Donc, premièrement, ils prennent 5% pour leurs dépenses. Ils dépensent aussi pour la recherche. Voilà, 2. Orientation la recherche. Et ils orientent la recherche vers les outils vaccinaux et vers les médicaments rentables et vers les virus et vers les coronavirus. Ils ne vont pas orienter la recherche sur les bienfaits de la vitamine D, par exemple. Vous voyez, ça les intéresse, mais pas du tout. Ni le zinc, pas du tout non plus. Donc, 3. Avec cet argent, les chercheurs poussent l'OMS à recommander les outils vaccinaux et les médicaments rentables. Ensuite, interviennent les PPP. Alors, dans les PPP, donc les partenariats publics-privés, il y a donc l'alliance Gavi, qu'on a vu, qui va acheter plein de vaccins. Il y a le CEPI, qui va permettre de financer ces vaccins. Et il y a le COVAX, qui va permettre de diffuser les vaccins vis-à-vis des pays. Donc, ces 3 PPP sont les plus importants. Ces partenariats vont ensuite pousser les laboratoires et faire fabriquer donc, les vaccins qui ont un intérêt pandémique pour eux. Et ces laboratoires vont ensuite, évidemment, être cotés en bourse. Et quand ils sont cotés en bourse, à ce moment-là, le trust, lui, il peut investir. Et si ici, il déclare une pandémie, là, eh bien, l'investissement qui est là, il va exploser et être multiplié par 20. Donc, Bill Gates, quand on lui a dit « mais vous êtes très philanthrope », il dit « oui, bah, de toute façon, il n'y a pas de souci parce que les vaccins, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait et j'ai multiplié par 20 mes investissements. Donc, c'est très intéressant. » Et effectivement, parce que l'argent, là, parce que les laboratoires comme Moderna ou comme Pfizer, évidemment, l'action en bourse a grimpé. Et donc, ensuite, eux, ils récupèrent les dividendes. Et c'est comme ça. Et ça, c'est défiscalisé. C'est comme ça que ça marche, les fondations financières. Et c'est pour ça que tous les labos sont aussi des fondations financières. Le Covid-19 a été l'aubaine pandémique pour le complexe pharmaco-industriel. Ici, vous avez les chiffres d'affaires de Pfizer. Donc, vous voyez que jusqu'en 2020, ça stagne. Et c'est le problème de toute l'industrie pharmaceutique jusqu'en 2020. L'industrie pharmaceutique ne crée plus de médicaments. Les pipelines, comme ils les appellent, sont vides.
et les médicaments ne sont plus assez rentables. Bon. Donc ça, c'était le professeur Even qui a écrit là-dessus et qui l'a très très bien montré. Alors, donc, comme les laboratoires pharmaceutiques n'ont plus assez de revenus, ils ne dégagent plus assez de plus-value, il fallait qu'ils se repositionnent. Et donc, le repositionnement idéal, ça a été les produits pandémiques. Et si on regarde ici, voilà, 2020, la pandémie, 2022, il a multiplié par 2 le chiffre d'affaires. Voilà. C'était 41 milliards, on est maintenant à 100 milliards. Ça s'appelle la rente pandémique. Et si on regarde les produits qui ont produit justement cette rente, vous avez le vaccin et vous avez également un antiviral qui s'appelle Paxlovid et qui a été promu évidemment par tous les personnages qu'on a vus au début de la conférence. Donc la logique, quelle est-elle? La logique de marché, c'est une logique de marché à la Dr Knock. Les médicaments nouveaux pour les malades sont insuffisants et pas assez rentables. Donc, les bien portants sont plus nombreux que les malades. Et tout bien portant est un malade qui s'ignore. Voilà, comme disait Dr Knock. Un médicament pour un bien portant s'appelle un vaccin. Les épidémies et pandémies vaccinocentrées, parce qu'on n'est pas obligé non plus de ne penser que vaccin quand on parle d'une épidémie, entretiennent les ventes. Il faut pouvoir les déclarer le plus souvent et le plus facilement possible. Et enfin, comme il faut pouvoir le faire très souvent et très facilement, eh bien, il faut un traité nouveau, pandémique, qui donne plus de facilité pour pouvoir déclarer ces pandémies. Et donc, il faut modifier le traité existant. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Est-ce que pour autant, qu'est-ce qu'il y a d'important, les pandémies? Pas du tout. J'ai juste mis ça, regardez. Pourquoi changer les traités? Quels sont les vrais problèmes de santé? Est-ce que les vrais problèmes de santé, ce sont les épidémies et les pandémies? Pas du tout. Les vrais problèmes de santé, voilà, 74%, selon les chiffres de l'OMS qui sont aussi très très généreux vis-à-vis de ces maladies infectieuses qui sont évaluées à 14%. Là, c'est la mortalité. On est sur la mortalité mondiale. Donc, selon les chiffres de l'OMS pour la mortalité mondiale, 74% sont dus à des maladies cardiaques, cancers, maladies environnementales, pollution chimique, pesticides, nourriture industrielle, médicaments, malnutrition, obésité, tabac, alcool. Voilà, ça c'est le gros contingent de la mortalité et c'est les gros problèmes de santé, ils sont là. Mais ce n'est pas là-dessus que l'OMS va légiférer. Ce n'est pas là-dessus qu'ils vont faire des traités. Non, 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 non. Ils vont faire des traités sur les maladies infectieuses. C'est 14%. Et parasitaires. Donc vous avez les parasites dedans. Vous n'avez pas seulement les virus, entre guillemets. Donc c'est encore moins que 14%, si on veut. La mortalité due aux virus et aux épidémies. C'est moins que 14%. Et pourtant, c'est là-dessus qu'ils vont légiférer. Donc, il fallait des explications officielles pour changer les traités, pour légiférer. Alors, quelles sont les explications? Pourquoi? Voilà ce que dit non seulement Tedros, mais aussi les autres dirigeants du Conseil européen. Alors, ce qui est dit, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion du Covid. Et c'est pour ça qu'il faut changer les traités. Sauf que, qui est-ce qui a géré le Covid? C'est l'OMS. Et en particulier, les 3 personnages qu'on a vus au début de la présentation, Fauci, Farrar et Gao, le chinois. Ensuite, l'OMS dit, oui, mais s'il y a eu une mauvaise gestion du Covid, c'est la faute des États. Ce n'est pas la faute de l'OMS. Sauf que les États, ils ont appliqué les consignes de l'OMS. Donc, les États, avec le traité qui existe déjà, avaient déjà pour mission d'appliquer les consignes de l'OMS. Et c'est ce qui s'est fait. Et c'est pour ça qu'au début, tous les États ont adopté les mêmes pratiques qui sont tout à fait questionnables et tout à fait douteuses. Et
Bon, il y a eu le confinement, il y a eu le masque, il y a eu... Bon, on voit tout ça. Et ils faisaient tous la même chose, la distanciation sociale. Et on se disait, mais pourquoi ils font tous la même chose? Et il y a des gens qui disaient, oui, les Français disaient, ah oui, mais si les Allemands font pareil, vous voyez que c'est comme ça, on a raison puisque les Allemands font pareil. Et on a raison parce que les Anglais font pareil. Et on a raison parce que les Allemands et les Américains font pareil. Et dans le monde entier, ils font pareil. Donc, vous voyez bien que nous, en France, on a raison de le faire. Bon, évidemment. Sauf qu'ils suivent tous les consignes de l'OMS. L'OMS elle-même qui suit les consignes du Global Bureau, qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, l'OMS, alors ça par contre c'est dit, l'OMS doit devenir l'autorité mondiale en matière de santé. Voilà, ça ils le disent. Voilà, avec plus de pouvoir. Et alors, à travers la bureaucratie OMS, c'est donc le privé qui va avoir encore plus les mains libres et les coups des franches pour diriger la politique mondiale de la santé. Alors, l'objectif qui était écrit dans le projet zéro de négociation, mais qui a disparu après. Après, il a disparu parce que c'était trop visible. Eh bien, il disait le rôle central doit être à l'OMS en tant qu'autorité directrice et coordinatrice en matière de santé mondiale et chef de file de la coopération multilatérale, de la gouvernance mondiale de la santé. L'OMS joue un rôle fondamental dans le renforcement de la prévention, de la préparation, de la riposte et du relèvement des systèmes de santé face aux pandémies. Ça a l'air de rien, là. Mais vous voyez, il y a renforcement, il y a prévention, mais ils ont rajouté préparation, la fameuse preparedness qu'on a vue tout à l'heure, et le Global Bureau pour la préparation. Donc là, ils l'ont rajouté. Ça permet de drainer des financements avant même qu'il y ait une pandémie. C'est ça qui est important. Après, il y a la riposte et après, il y a le relèvement. Et pas le relèvement de la santé publique. Il faut regarder la nuance. Il y a une petite nuance. Le relèvement des systèmes de santé. Ça veut dire qu'ils vont s'octroyer le droit d'intervenir dans les systèmes de santé. Donc la conclusion, c'est que l'OMS a failli avec le Covid et elle veut pouvoir faire pire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé qu'ils vont changer les traités. Bon, mais il y a deux traités. Il y a un traité qui existe et il y a un traité qui va exister. Et donc, le traité qui existe, ça s'appelle Règlement sanitaire international. Et donc, lui, il avait déjà commencé la mise sous tutelle des États. Mais comme ce n'est pas suffisant, ce règlement va être modifié de façon très profonde. Et c'est ce qui se passe, ils sont en train de négocier. Chaque amendement va être modifié. Ensuite, ils ont décidé que ce n'était pas suffisant. Et donc, ils vont créer un nouveau traité qui est un accord cadre et qui n'est rien d'autre qu'un chèque en blanc pour la mise sous tutelle des États. Pourquoi un accord cadre? Parce qu'un accord cadre, il donne le cadre, comme son nom l'indique, et il ne précise pas les moyens. Et ils disent, une fois que vous avez signé, les moyens, nous, on les définit. Donc, on définit ce qu'on veut. Parce que vous avez signé l'accord cadre. Et donc, c'est peut-être une explication du pourquoi ils ont eu besoin de faire un accord cadre nouveau, en plus de la modification du règlement sanitaire international qui existe déjà. Parce que celui-ci n'était pas assez contraignant. Donc, ils vont rendre le règlement existant encore plus contraignant pour les États et ils vont créer un nouveau traité qui, lui, sera très contraignant pour les États. D'abord, le délai prévu, par exemple, ici au règlement sanitaire international, le délai prévu pour un État, s'il veut refuser un amendement, il avait 18 mois. Maintenant, semble-t-il, il en a plus que 10, plus 12 mois. Donc, ça lui laisse quand même un peu de latitude. Mais si on regarde le nouveau traité, lui, délai prévu pour refuser les amendements, 90 jours. Donc, les États auront 90 jours s'ils ne sont pas contents, s'ils ne sont pas d'accord. Bon.
Les délais pour l'entrée en vigueur sont de 24 mois pour le règlement sanitaire. Pour le traité, le nouveau traité, le délai pour entrer en vigueur est de 30 jours après la ratification, 40 États, après 12 mois. 40 États sur 196 États, c'est vite atteint. Vous l'atteignez tout de suite. Donc, l'entrée en vigueur, elle va être très, très rapide. Ensuite, le règlement sanitaire international, un État peut faire des réserves, c'est-à-dire s'il n'est pas d'accord sur un aspect, il dit « moi, je ne suis pas d'accord ». Et il a le droit de l'inscrire et d'appliquer ce en quoi il n'est pas d'accord. Bon. Sauf que là, maintenant, ce nouveau traité indique qu'il n'y aura aucune réserve possible. Aucune. Alors, un exemple de réserve, par exemple, du règlement sanitaire international, qui n'est pas rien. Dans les réserves, il y a que les États-Unis, c'est l'État fédéral qui a signé, qui a dit, écoutez, nous, on signe, mais il y a des États qui ont la prérogative sur la santé chez nous. Donc, nous, l'État fédéral, on ne peut pas empêcher les différents États d'avoir leur propre politique de santé. Donc, on le marque dans les réserves. Et on marque aussi dans les réserves que tout ce qui concerne l'armée, vous n'y touchez pas. Parce que ça nous concerne, donc on décide ce qu'on veut. Donc, intéressant, ce nouveau traité. Une fois qu'il est signé par les États, les autres États, hein, vous, c'est autre chose. Si vous signez, admettons qu'il y ait un président qui est un petit peu léger, qui signe, et qu'après il soit destitué, par exemple, ou qu'il ne soit pas réélu. Bon. Eh bien, le pays ne pourra pas quitter le traité dans les 3 ans qui suivent l'entrée en vigueur. Ou alors, il faut aller au clash. Le clash, c'est la Cour de justice, par exemple. Mais une fois que c'est signé, vous êtes engagé pendant 3 ans. Vous ne pouvez pas partir. Alors, l'accord cadre laisse donc une grande latitude pour l'application par étapes. Ils le disent eux-mêmes. Tout ce que je vous dis, ils le disent eux-mêmes. Hein. C'est l'application par étapes. C'est-à-dire que vous leur donnez le cadre et eux, ils se débrouillent pour les étapes. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs pour l'Union européenne la technique du saucisson. Ils commencent par vous prendre une prérogative, vous dépouillez de votre souveraineté d'État, tranche par tranche, ils arrivent à la fin du saucisson. Et donc, il faut savoir également que pour ces traités et pour ces amendements, les États, dont la France, ont délégué la capacité de négocier à la Commission européenne. Donc, qu'est-ce qui va se passer après pour la ratification ? Eh bien, donc, selon les spécialistes, eh bien, normalement, selon la Constitution, ça doit être voté par le Parlement. Mais comme on voit que maintenant, ils s'affranchissent de à peu près tout, donc on peut avoir des doutes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les crises épidémiques ont beaucoup d'intérêt. On commence à le comprendre. Et donc, chaque crise artificielle, comme celle, par exemple, on a vu de H1N1 ici, a été dénoncée comme une crise artificielle par le Conseil de l'Europe, eh bien, chaque crise artificielle est une opportunité de traiter pour limiter la souveraineté des États. C'est ça qui compte. L'objectif, c'est la limitation de la souveraineté des États et donc, effectivement, aussi le protectionnisme pour en arriver à une direction globalisée. Donc, c'est plus de la spéculation, c'est de l'observation. Et donc, que se passe-t-il ? La première crise artificielle, elle est arrivée en fait en 2003. C'est ce qu'on avait appelé le SARS. Le SRAS en français, ou SARS en anglais. Et donc, c'était le syndrome aigu respiratoire donc, qui était en 2003. Bon, c'était une pneumonie atypique qui avait
c'est pas explosé, mais qui était apparu à Hong Kong, qui avait contaminé des personnes dans un hôtel. Et ensuite, bon, le bilan officiel de l'OMS a été qu'il y a eu 700 morts. Bon, on commence maintenant, dans les milieux qui réfléchissent, à se poser des questions sur le côté artificiel du virus du SARS. On savait très bien à l'époque que les biologistes, en particulier des armées, savent fabriquer des virus artificiels. Le SARS, il y a eu 800 morts. C'est regrettable, mais ce n'est pas une pandémie. Il y en a qui maintenant appellent ça une pandémie, des experts. Mais il a permis quoi? Il a permis de lancer des financements. Et depuis 2003, énormément de laboratoires sont sur la lancée du SARS, utilisent le SARS, qui était un coronavirus déjà, qui est du rhume, en gros, utilisent cet épisode du SARS pour tout ce qui arrive après et préparer, soi-disant, des vaccins pour la suite. Et donc, le SARS, ça a été le prétexte de départ en 2003. C'est très important à comprendre parce que le SARS, le virus du SARS, s'appelait SARS-CoV, coronavirus. Bon. Et quand il y a eu Covid-19, ils ont dit c'est aussi un coronavirus, donc on va l'appeler SARS-CoV-2. Et le premier, on va l'appeler SARS-CoV-1, alors qu'il était SARS-CoV tout seul, tout court. Donc celui-là a été le modèle de celui-là. Et depuis 2003, les laboratoires de biologie moléculaire et virologique s'amusent à fabriquer des virus artificiels de plus en plus virulents, en faisant des expériences très dangereuses qu'on appelle des expériences de gain de fonction, c'est-à-dire que des virus qui ne sont pas virulents, ils arrivent à les rendre virulents, ou s'ils n'attaquent pas les voies respiratoires, ils arrivent à les rendre virulents pour les voies respiratoires. Et c'est ainsi que le SARS de 2003 a déclenché des monceaux de financement pour les laboratoires. Donc, il a été le prétexte, en 2003, pour changer le règlement sanitaire international. Donc, ce règlement a déjà été changé en 2005, à la suite du SARS de 2003. Et ensuite, une autre crise, le Covid-19, va être le prétexte pour changer encore une fois le règlement sanitaire international et pour créer un nouveau traité. À chaque fois, une crise, une opportunité, un changement de traité qui, comme par hasard, donne toujours plus de pouvoir au privé par rapport au public. Alors, si on regarde maintenant comment en 2005 ont été faites les modifications sur le règlement sanitaire international, qu'est-ce qui a changé? Ça a pas mal changé en fait. Le SARS, il a permis en 2005 de faire évoluer l'étendue des maladies qui étaient supposées être prises en compte par ce traité. Donc avant, il y avait 3 maladies concernées, seulement 3. C'était la fièvre jaune, la peste et le choléra. Arrive le règlement sanitaire et hop, ils inversent la vapeur et c'est cette fois toute affection potentiellement nocive pour l'être humain. Ça veut dire tout. Dont grippe, SRAS, Ebola, variole, polio sauvage. Pas la polio vaccinale, parce qu'il faut savoir qu'il y a la polio sauvage et il y a la polio qui est provoquée par les vaccins de la polio, qui est la polio vaccinale. Bon, alors ce n'est pas la polio vaccinale qui est concernée, c'est la polio sauvage. Et là, c'est la dingue. Donc voilà comment a évolué le règlement sanitaire. Eh bien, il va encore évoluer maintenant. Voilà. En 2024, les nouveaux traités changent radicalement l'équilibre des pouvoirs entre les États et l'OMS associée au privé. Est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça l'OMS privatisée? À vous de voir. Donc, avant 2019, Covid-19, donc on a vu quelle était la définition. Toute affection potentiellement nocive
pour l'être humain. Là, ce qui est important, le terme important, c'est l'être humain. Parce que ce qui va changer maintenant, c'est que ça ne va plus concerner seulement les êtres humains. Ça va être donc toutes ces affections potentielles, plus les animaux, les plantes et les écosystèmes. Bon. Ensuite, ça va concerner également l'information, comment elle est diffusée. Ça va concerner également les systèmes de santé et ça va concerner les produits pandémiques, y compris les produits pandémiques génétiquement manipulés, donc les OGM. Et donc, ça va concerner quoi? Ça va concerner la totalité de la planète. Et dans ce nouveau traité, il y a un concept qu'adore l'OMS, qui s'appelle le One Health. Une seule santé. One Health. Une seule santé, c'est-à-dire une santé totale, planétaire. Alors, ce concept de One Health, c'est un concept totalitaire parce qu'il concerne la totalité de la planète. Et donc, totalitaire, ça veut dire quoi? Il peut y avoir des dictatures. C'est différent de dictatorial, totalitaire. Une dictature, elle ne laisse pas de place à la démocratie. Mais elle n'est pas automatiquement totalitaire. Elle devient totalitaire quand elle va s'intéresser à tous les aspects de la vie privée des individus. C'est là où elle devient totalitaire, totale. Toute la vie des individus est concernée. On va prendre par exemple le projet Zéro, celui qui avait été écrit en premier, et qui écrivait dans le projet Zéro, il était écrit que la santé, une seule santé, allait concerner aussi les conséquences du changement climatique. Donc également les moyens de freiner ou d'agir sur les changements climatiques. Donc c'est-à-dire tout. Si vous dites ah ben non, mais ça concerne les changements climatiques et les moyens de lutter ou pas, et ben donc ça concerne tout, puisqu'on va juger les États en fonction de ce qu'ils feront sur le changement climatique qui lui-même est susceptible de provoquer des pandémies. Donc ça nous donne le droit à nous, OMS, d'intervenir sur tous ces aspects-là, c'est-à-dire toute la politique de l'État. Bon, c'était un petit peu trop visible. Ils avaient écrit changement climatique, c'était trop visible dans le projet Zéro. Donc il a disparu après, et donc ils ont été un petit peu plus soft, et ils ont dit l'interface humain, animal, environnement, en identifiant ou en intégrant des interventions dans les plans utiles de prévention des préparations aux pandémies. Voilà. Ils ont enlevé le changement climatique parce que ça faisait too much. Tout ça, vous avez les sources en bas. Donc, il y a une totalité des domaines abordés, mais il y a aussi une totalité du temps. Le temps est transformé de façon à être soit une pandémie, soit interpandémie, de nouveau pandémie et interpandémie. Donc, on n'est jamais tranquille. Vous serez jamais tranquille et on sera jamais tranquille. Et puis, juste avant la pandémie, c'est pré-pandémie. Juste après, c'est post-pandémie. Après, c'est interpandémie. Et après, ça recommence. Voilà. Donc, ça permet une constance dans le temps. Donc, on a vu une étendue dans l'espace des pouvoirs, une étendue dans la profondeur des pouvoirs qui sont donnés à l'OMS, et maintenant une étendue dans le temps. Alors, voilà ce que changent les traités. Si on visualise un petit peu. C'est la façon dont moi je le visualise. Avec les deux nouveaux traités, parce que ces deux nouveaux traités donc, sont modifiés en parallèle, hein, on est d'accord. Donc, moins de souveraineté et plus d'obligations pour les États. Les États deviennent les vassaux de l'OMS. Donc, ici sont les États, c'est avant, et ils se coordonnent au sein de l'OMS, mais avec les changements de ces deux traités, l'OMS devient toute puissante. C'est elle qui va décider. Et c'est écrit dans les textes. Et donc, elle va décider, mais elle va aussi
obliger les États à créer des entités qui sont des systèmes de surveillance et de contrôle. Donc les États devront rendre des comptes à l'OMS. Et ils obligent les États à intégrer dans leur législation les décisions qu'elle va prendre. Et ces États, au niveau de chaque État, il y aura aussi une autorité d'application et de contrôle du traité. Donc c'est des espèces de commissaires, vous voyez, des commissaires des autorités, des commissaires du peuple. Et alors, un petit changement quand même, c'est que dans le règlement sanitaire international, il est question des États parties. Mais dans le nouveau traité, il est question des parties. Les États ont disparu. On ne parle que des parties. Et dans les parties, vous avez les États, mais vous avez aussi les organisations supranationales comme l'Union européenne, la Commission européenne, voilà, régionale. Mais ce dessin, il résume tout parce que c'est désormais l'OMS qui va être la directrice des États. Et elle crée, donc ce nouveau traité, il va créer quoi, le traité de nouvelle pandémie? Il va créer des nouvelles structures, on ne va pas en rester là. Il va créer un organe directeur avec un bureau qui est appelé secrétariat, qui est une espèce de politburo. Donc dans les premiers écrits, il était question qu'il soit 6, 2 vice-présidents et 2 présidents, 4 vice-présidents. Mais dans les deuxièmes versions, il n'y avait plus les 6 personnes parce que ça devait être trop visible, je ne sais pas. En tout cas, ça ne leur plaisait pas. Ils l'ont fait disparaître. Mais dans les premiers, ça existait. Donc il y a un bureau de 6 personnes, sous l'autorité d'ailleurs de Tedros, hein, qui vont décider pour les États. Bah, il y a quelqu'un derrière là aussi. Voilà, vous l'avez vu. Bon, et donc quand même, il crée une nouvelle conférence des parties, donc les États qui se réunissent en assemblée, donc de nouveau une réunion, de nouveau des États, et ça sera une fois par an. Mais le bilan, ils le feront tous les 3 ans. Donc on voit bien que qui va gouverner, c'est l'organe administratif permanent, qui sera une espèce de politburo, exécutif si vous voulez. Alors évidemment, ces traités sont des atteintes à la souveraineté des États. Ils renforcent les contraintes sur les États. Et on a un petit exemple en voyant comment est rédigé, par exemple, au niveau des définitions. Vous voyez, la recommandation temporaire, ça c'est avant et ça c'est après, une fois qu'ils sont intervenus pour modifier. Donc là, ils mettent, ça c'est avant, c'est celui qui existait avant. Donc il écrit recommandation temporaire s'entend de l'avis non contraignant émis par l'OMS en vertu de l'article 15. Bon, avis non contraignant. Donc désormais, qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle version? Recommandation temporaire s'entend de l'avis, hop, émis par l'OMS. Le non contraignant a été supprimé. Ça veut dire que si on supprime le non contraignant, a priori, ce sera un petit peu plus contraignant. Pareil, atteinte à la souveraineté. C'est peut-être l'endroit où on voit mieux à quel point la souveraineté des États va être attaquée. C'est un nouvel article qui est créé, qui est l'article 13, qui s'appelle « Action de santé publique internationale dirigée par l'OMS ». Voilà. Donc là, c'est dit, il n'y a même plus de mystère. Les États, je le lis en entier, hein, je ne ferai pas ça pour tous les articles, mais là, c'est important. Les États parties reconnaissent l'OMS comme l'autorité coordinatrice chargée d'orienter l'action de santé publique internationale lors d'une urgence de santé publique de portée internationale, une USPPI, et s'engagent à suivre les recommandations de l'OMS dans leur action de santé publique internationale. Donc, ils s'engagent. C'est contraignant. Et c'est l'OMS qui dirige. Ensuite, l'opacité est organisée. Depuis les drafts zéro, c'est-à-dire les projets zéro qui existaient,
voyez, il y avait dans le projet 0 ici, ensuite ils ont expurgé parce qu'ils se sont dit c'est trop visible. Là, ça fait réagir les gens, donc l'idée, il ne faut pas que ça les fasse réagir. Bon, alors dans le projet 0, vous aviez la définition de la souveraineté. Donc en gros, ils disaient, bon, les États, ils sont libres, ils ont le droit de gérer eux-mêmes la façon dont ils abordent la santé publique. À condition, il y avait une condition là, à condition que les activités exercées dans la limite de leur juridiction ou sous leur contrôle ne nuisent pas à leur population ni aux autres pays. Donc, à partir du moment où l'OMS estime que la gestion de santé d'un État nuit à un autre pays, eh bien, elle s'estime en droit d'intervenir et de lui interdire de gérer sa santé publique comme elle le veut. Bon. Ça veut dire que, par exemple, la Suède, qui a été la seule à avoir une politique indépendante, eh bien, elle ne pourrait plus. Voilà. Bon, mais ça, c'était trop visible. Donc, dans le projet final, ça a disparu. Voilà. Donc, ils disent, oui, bon, les États, ils ont le droit de gérer eux-mêmes leur santé. Bon, au gré. Voilà. Mais, en fait, voilà, la liberté des États va être effectivement rognée, limitée. Et ce sont des critères subjectifs de l'OMS qui vont décider si oui ou non une politique d'un État nuit aux autres États. Et à ce moment-là, ils feront réagir les autres États qui iront se plaindre à l'OMS en disant « Ah ben oui, mais nous, ça nous gêne que tel État n'ait pas fait telle mesure de confinement ou telle mesure de masque ou de distanciation sociale. » Voilà. Ils vont monter les États les uns contre les autres. Ensuite, il y a des atteintes aux libertés fondamentales. Donc, avant, c'est là, dans les principes, donc le règlement sanitaire disait « Le présent règlement est mis en œuvre en respectant pleinement la dignité des personnes, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. » Bon, ça c'est ce qui était dit. Bon, voilà ce qui arrive après. On a barré en respectant pleinement la dignité des personnes, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Donc, elles sont passées à la trappe. Et on l'a remplacé par une espèce de jargon. Je vous le lis, mais franchement, faut s'appliquer. Hein. Donc, ça devient le présent règlement est mis en œuvre sur la base des principes d'équité, d'inclusivité et de cohérence et conformément aux responsabilités communes, mais différenciées, des États parties, en tenant compte de leur développement social et économique. Voilà les droits de l'homme, ce qu'ils sont devenus. Voilà, les droits de l'homme, les libertés fondamentales, voilà ce qu'ils deviennent. Mais ça, c'est écrit. Donc, on pourrait dire, bon, c'est du complotisme. Eh ben non, c'est écrit. Voilà. Alors, les libertés fondamentales, atteintes aux libertés fondamentales dans ces traités, eh bien, mise en place des QR codes, ici, article 35, mise en place des QR codes et interopérabilité des fichiers. Donc ça, c'est très important parce que tout génocide commence par un fichier. Voilà, c'est très clair. Vous commencez par faire des fichiers et ensuite, vous allez chercher les gens de façon différenciée en fonction de ces fichiers. Bon. Et là, vous voyez, ces fichiers, maintenant, à notre époque, ça s'appelle des QR codes. Et l'Europe a donné à l'OMS les systèmes de fichage de la population en juillet 2023. Donc, le pass sanitaire vaccinal est devenu mondial en juillet 2023. Et Tedros a remercié l'Union européenne, et en particulier M. Thierry Breton, pour ce cadeau qu'il lui fait de pouvoir avoir un système informatique de numérisation très efficace de la population. Donc, on s'avance vers un fichage mondial de la population. Voilà. Donc, les libertés fondamentales, c'est aussi la censure industrielle et propagande généralisée, et avec un nouveau mot qui débarque,
je pense qu'il va falloir l'apprendre, hein, si vous ne le connaissez pas déjà. Ça s'appelle infodémie. 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 Donc vous avez dedans information et pandémie. C'est-à-dire beaucoup d'informations pendant les pandémies. Et surtout, si on lit, voilà ce qui se passe. Eh bien, les États devront lutter et concevoir des communications et des messages destinés au public pour contrer les informations fausses et trompeuses et la désinformation et renforcer ainsi la confiance du public. Donc, en gros, c'est l'attaque de la liberté d'expression qui est institutionnalisée et qui rend les États responsables de leur application. Ça s'appelle la censure industrielle et institutionnelle. Et ils ajoutent en plus, y compris par une collaboration et une coopération internationale efficace. C'est-à-dire qu'il faudra se mettre à plusieurs États pour chasser et pourchasser tous les contrevenants. C'est-à-dire que ceux qui n'auront pas, ceux qui n'auront pas un bon QR code. Donc ils ont tout mis en place pendant le Covid, et là maintenant, ils le légalisent. Si vous voulez la définition officielle d'infodémie, hein, on peut vous la donner. Infodémie, un excès d'informations et des informations fausses ou trompeuses qui circulent dans les environnements numériques et physiques pendant une flambée épidémique. Cette situation est source de confusion et provoque des comportements à risque susceptibles de nuire à la santé. Bon. Elle conduit également à une méfiance à l'égard des autorités sanitaires et sape les mesures sociales et de santé publique. Voilà. Ça, c'est les divergents, c'est ceux qui pensent mal, ceux qui pensent différemment de l'OMS ou de M. Bill Gates. Eh bien, eux, ils sont pourchassés. Mais ceux qui désinforment, les vrais désinformateurs, à savoir l'OMS, parce qu'on peut le voir après, l'OMS n'a pas cessé de désinformer pendant toute cette crise, eh bien, eux, on les laisse tranquilles. Bon. Donc là, avec cette notion d'infodémie et de malinformation, eh bien, l'OMS détient la vérité. Voilà. L'OMS devient Dieu sur Terre. L'OMS n'a jamais tort. L'OMS a toujours raison. Et ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, ils vont commencer à risquer quand même des petits problèmes, y compris des problèmes de nature pénale. Parce qu'on l'a vu dans l'article 4. Ils veulent ils veulent mettre en prison, voilà, concrètement, disons les choses concrètement. Soit ils vous mettent vous critiquez un médicament, eh bien, ils vous mettent une amende de 35 000 € et puis 2-3 années de prison. Voilà. Donc je dis, le petit livre rouge, à quand la révolution culturelle à la Mao? Bon, on en est là. Bientôt. Alors, élargissement du champ d'action au système de santé. Voilà. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est plus seulement la santé humaine, mais c'est aussi les systèmes de santé. Article 2. On va aller plus vite. Il faut savoir que l'OMS, en fait, la pandémie n'existe pas pour l'OMS. Ce qui existe pour l'OMS, c'est les médicaments pandémiques et les produits pandémiques. Mais juridiquement, ils ne déclarent pas une pandémie. Ils la constatent, mais c'est surtout que ce qui déclenche la pandémie, c'est ce qu'on appelle une USPPI. C'est la seule décision juridique de l'OMS qui va lancer la pandémie. C'est une USPPI, urgence de santé publique de portée internationale. Bon. En anglais, ça s'appelle FAKE. Voilà, prononcé fake comme faux, mais qui s'écrit PHEIC et qui veut dire Public Health Emergency of International Concern. Bon. Eh bien, ce fake-là, eh bien, il est décidé par qui? Il est décidé par une seule personne qui s'appelle M. Tedros et qui est le directeur général de l'OMS. Et donc, ça, c'est l'article 49 qui dit l'avis du comité d'urgence, qui est le comité qui est sous sa direction,
eh bien, l'avis du comité d'urgence est communiqué au directeur général pour examen. Le directeur général décide en dernier ressort. Mais ça, c'était déjà le cas dans le règlement sanitaire international. C'est pour ça que pour 2019, le Covid, il a été tout seul à décider. C'est une personne qui décide. Donc, il est le seul à décider. Et il restera le seul à décider. Donc, le sort des Français dépendra de M. Tedros ou de celui qui le remplacera éventuellement. Alors, l'urgence elle-même, finalement, une urgence de santé publique de portée internationale, eh ben, il suffit qu'elle soit potentielle. Voilà, donc l'urgence, elle devient, voilà, ici en bas, vous voyez, potentielle ou effective. Donc, à la limite, il y a une urgence ou il n'y en a pas, ça ne change rien. S'ils estiment, ou si M. Tedros estime que c'est potentiellement une urgence. Bon. Et puis là, l'urgence de portée internationale peut devenir désormais une urgence de portée régionale. Donc, on va décréter des urgences comme on veut, au niveau régional, par exemple aux États-Unis, en Amérique ou en Asie. Et puis, ça peut être aussi une alerte sanitaire intermédiaire. Voilà. Donc, un petit peu potentiel, un petit peu intermédiaire. On ne fait pas une urgence de portée publique internationale, mais on fait intermédiaire. Comme ça nous permet d'en faire plein de petites et tout le temps. Et évidemment, de décider à la place des États. Donc, tout devient potentiellement pandémique. Conclusion. Faut-il donner les pleins pouvoirs à l'OMS sous influence? À vous de décider. J'ai juste mis une petite épigraphe à la fin qui s'appelle... vous allez peut-être reconnaître un conte. Hein? OMS, comme vous avez de grandes dents. Mais c'est pour mieux te manger, mon enfant. Merci pour votre attention.